Prissé-Mou d'inviter le personnel à redoubler d'ardeur dans le cadre de l'amélioration des services de télécommunication. Et puis Journée mondiale des forêts en Guinée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable met ce moment à profit pour rappeler les défis actuels tout en invitant les populations à agir pour un monde vert. Lancé en juin 2019, le projet détection et surveillance des maladies infectieuses en Guinée prend fin. Un nouveau projet est lancé à sa suite pour consolider les acquis. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, la ministre rencontre les responsables des services centraux et déconcentrés de son département. Une occasion pour Rose Paula Prissé-Mou d'inviter le personnel à redoubler d'ardeur dans le cadre de l'amélioration des services de télécommunications en Guinée. Mamadou Saléouba. Pour sa première sortie sur le terrain, la ministre Rose Paula Prissé-Mou veut s'enquérir des conditions de travail du personnel de son département. Du niveau central aux services déconcentrés, comme à l'Agence nationale de digitalisation de l'État, à la guinéenne de large bande, ou encore à l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information, la chef du département a invité le personnel à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité des services de télécommunications. C'est de m'assurer d'avoir les éléments clés afin que l'ensemble de l'organisation converge vers la vision, la matérialisation de la vision du chef de l'État, d'avoir une politique nationale de télécommunication, l'économie numérique assez forte dans le cadre de sa mise en œuvre. Département stratégique dans le développement économique et social du pays, le secteur des télécommunications entame un nouvel élan dans son évolution. Autour de la nouvelle chef du département, le personnel se retrouve pour implorer la grâce divine pour la paix, mais aussi pour la cohésion et l'entente entre les travailleurs du département de communication. C'est justement pour la paix, prier pour la paix dans le pays, pour que la transition se passe dans les meilleures conditions, mais prier aussi pour le bonheur de notre département. À l'unisson, les travailleurs du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique comptent relever les nombreux défis de leur département, comme la sécurisation des systèmes d'information ou encore la digitalisation des services de l'administration. Et pour relever le niveau de vie des populations, la Guinée s'engage dans un processus de compétitivité dite transversale. Un programme du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME accompagné par l'ONUDI et financé par l'Union européenne. Un plan stratégique quinquennal de développement est mis en place par l'Observatoire national de la compétitivité pays pour mener à bien les actions. Abdoul Karim Kamara, compte rendu. En termes de compétitivité, les efforts se poursuivent afin de mieux faire valoir la Guinée dans ses intérêts. Depuis 2022, l'Observatoire national de la compétitivité pays est l'instrument régulateur de cet enjeu. Son comité national d'orientation stratégique regroupe les représentants de tous les sectoriels. Ici, ces acteurs se penchent sur le plan stratégique de développement de l'outil avant sa validation. Nous avons jugé nécessaire, depuis la création de l'Observatoire en 2022, de mettre en place un outil de pilotage. Ce outil de pilotage, nous l'avons traduit en plan stratégique pour nous permettre, pour les 5 futures années qui vont suivre, d'avoir un outil de gouvernance qui vont orienter nos actions et nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement. Avec ce plan stratégique de développement, l'objectif recherché est de favoriser la collecte, l'analyse et la diffusion des données pertinentes liées à la compétitivité économique. Le document comprend 6 piliers grâce à une expertise technique de l'ONUDI. Ce plan stratégique ouvre la voie pour les structures nationales, mais aussi les partenaires au développement, à un engagement beaucoup plus conséquent et structuré pour que la question de l'intelligence économique, de l'intelligence commerciale, de l'intelligence industrielle au niveau de la Guinée soit enfin abordée dans toute sa plénitude. Voir l'ONCP, l'Observatoire national compétitivité pays, aujourd'hui
entamer son chemin d'opérationnalisation ne peut que nous enchanter. L'engagement du ministère est de continuer à soutenir les activités de cet organe, stratégiquement et politiquement. Dans le même registre, l'Observatoire national de la compétitivité pays est aussi doté d'équipements informatiques. Il s'agit d'un serveur, des ordinateurs portables et bureautiques, d'une imprimante, d'un écran de projection et un régulateur de tension. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale rencontre certains de ses homologues, notamment ceux de l'économie et des finances et des affaires étrangères. L'action vise à renforcer la solidarité gouvernementale que prône le CNRD pour une collaboration efficiente entre différents départements. Tabansila, Lansana Camara. Pour le bon fonctionnement de l'administration publique, certains départements sont appelés forcément à collaborer. C'est dans ce cadre que le ministre du Plan et de la Coopération internationale s'est tout d'abord rendu au ministère des Affaires étrangères. Ismaël Nabé et Dr Maurice Sandan Kouyaté s'engagent dans une collaboration dynamique pour la bonne exécution de certaines missions. La coopération internationale et les affaires étrangères, c'est deux poumons dans un même corps. Des fois, on est venu pour vraiment se confier à lui et prendre ses sages conseils. Il nous a donné des beaux conseils et aussi il a instruit les deux ministères, les techniciens, pour qu'on travaille ensemble. Donc, il est entièrement à notre disposition. Accompagné de son cabinet, le ministre Nabé a aussi rencontré son homologue de l'économie et des finances. Les deux chefs de département estiment que leurs rôles sont souvent complémentaires et convergents. Le ministère du Plan et de la Coopération est un ministère stratégique dans l'écosystème gouvernemental. Toutes les études de prospective viennent du ministère du Plan. Une partie importante de la recherche de financement à l'étranger vient de ce ministère. Nous devons travailler en harmonie et en esprit d'équipe. La concrétisation des annonces de financement du PRI suite à la table ronde des bailleurs à Dubaï, la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 4 sont autant de projets qui attendent le ministre Nabé, d'où la nécessité de ces synergies d'action. Dans le même registre, le ministre des Mines et de la Géologie rencontre les services déconcentrés de son département. Cette prise de contact a permis de comprendre les problèmes de ces entités. Les prochains jours, des actions fortes seront posées pour relever les nombreux défis qui se présentent au département. Saint-Martin, Francina Dono. Au compte de la deuxième étape, le ministre des Mines et de la Géologie rencontre les responsables et les techniciens des directions du Centre de promotion et de développement minier, de la Direction nationale des mines et du Bureau national d'expertise des diamants, d'or et d'autres matières précieuses. Ensuite, nous avons fait le guichet unique de délivrance des titres miniers et autorisations, qui est un service critique, notamment dans le cadre du projet Simandou et d'autres projets mines infrastructures, pour s'assurer que nos administrations arriveront à délivrer les autorisations, les permis en temps et en heure, pour ne pas que les retards de développement des projets soient imputables à l'État guinéen, qu'on soit des services publics de performance. Déjà à la Direction nationale du Centre de promotion et de développement minier, CPDM, le ministre échange avec ses dirigeants sur les résultats obtenus, les difficultés et les défis qui se posent désormais à eux. Avec l'administration du Bureau d'expertise des diamants, d'or et d'autres matières précieuses, les échanges sont axés sur le cadre légal, le cadre institutionnel, les régimes d'exportation et d'importation et le système de contrôle interne et externe. Nous sommes vraiment rassurés de sa visite dans nous, car il va permettre à nous de s'aligner sous son orientation et exécuter directement ou s'attaquer directement sur les problèmes qui assaillent de secteur minier, particulièrement le centre de promotion et de développement minier. C'est une visite qui est venue à point nommé parce qu'il est venu nous galvaniser dans notre position. Il nous a prodigué de très sages conseils pour que vivent les mines guinéennes. La direction nationale, en tant que police du secteur minier, en termes de contrôle des activités minières, a aussi reçu le ministre Bouna Sila.
Le ministre a rappelé qu'on ne peut pas vouloir appliquer le texte aux sociétés minières si même le code qui nous régit, on ne respecte pas ces textes-là. On est très à l'aise d'être à l'écoute du ministre qui sera à notre écoute. Pour un secteur minier performant, catalyseur de la transformation structurelle de l'économie et d'un développement durable de la Guinée, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, à l'issue de sa tournée, va rencontrer ses cadres pour leur donner le contrat de performance. Nous poursuivons cette édition. Les membres du gouvernement sont en immersion de 48 heures à l'intérieur du pays. L'équipe a très tôt bougé hier pour le camp, L'équipe a très tôt bougé ce samedi pour le camp militaire de Kalako. La mission est conduite sur le terrain par le ministre secrétaire général à la présidence, général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité. Adjudant Aboubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Après leur installation officielle dans les fonctions de ministre de la République, les membres du nouveau gouvernement de la transition ont pris le départ ce 23 mars 2024 pour une immersion de 48 heures à l'intérieur du pays. En tête du peloton, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, réuni à l'esplanade du Palais du Peuple pour le départ. Les ministres ont tout d'abord été dotés d'équipements militaires, notamment des complets de tenue, des paires de chaussures et des sacs à dos. Tous en uniforme, ces commis de l'État sont conduits sur le terrain par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général de brigade Amara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Au camp militaire de Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS, la mission gouvernementale est accueillie à la place d'armes par le commandement de cette unité d'élite. Dans cette caserne militaire, le premier ministre en bon commandant de troupes et ses lieutenants ont procédé au rassemblement général. Au terme de leur séance de rassemblement, les membres du gouvernement ont été guidés sur plusieurs sites pour visiter des installations et des chantiers en cours d'exécution dans ce camp emblématique. Il y avait une forêt là, mais on a dégagé tout. C'est un chantier qui va débuter dans ce peu de temps. De recevoir les membres du gouvernement au sein du groupement des forces spéciales, c'est un sentiment de fierté et de confort. Et cela va dans les droites lignes des idéaux de Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort dans ce sens-là, qui se bat toujours pour que les Guinéens conjuguent l'un vers qui voient la même direction. Et cette immersion à du gouvernement, et ça les permettra non seulement de créer un climat de cohésion entre eux et créer une confiance entre la population civile, les membres du gouvernement et les corps de défense et de sécurité. Et ça leur permettra aussi d'avoir l'esprit de la gestion du bien commun et qui n'est pas une propriété d'un individu. Et là, ça leur permettra aussi de travailler loin du confort, les dos climatisés, les voitures et même les téléphones portables. Initié par le président de la République, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamabouya, cette immersion vise à cultiver l'esprit d'équipe au sein du nouveau gouvernement, favoriser la cohésion entre les ministres, mais aussi amener les promus à toucher du doigt les réalités de l'arrière-pays et de goûter à la vie militaire. C'est pourquoi ce séjour de travail a été mis à profit par les membres du gouvernement pour mener certaines activités physiques à caractère sportif avant de se retrouver en salle de classe pour un rendez-vous de donner et de recevoir. Ils ont également assisté à la cérémonie aux couleurs. Déterminés à mériter de la confiance du chef d'État tout au long de leur mission, les ministres du gouvernement Baouri apprécient à sa juste valeur cette autre initiative du chef de l'État. Le président du CNRD, en renouvelant cette immersion, c'est une manière de se remémorer et de penser à ceux qui ne sont plus là.
Cette immersion, de ce point de vue également, va au-delà de cet aspect mémoriel rapport à ceux qui sont tombés. C'est une manière de montrer que l'armée, en tant que telle, en tant qu'institution, les hommes et les femmes en situation de responsabilité doivent se mettre dans la peau de ceux qui sont chargés de veiller à la souveraineté, de l'intégrité du territoire national, et penser à ceux et celles qui, de par leur mission et de par leur engagement, ont décidé de donner leur vie pour que les autres puissent vivre libres et indépendants. C'est un acte de reconnaissance et c'est très important d'assurer, disons, une bonne compréhension de cet aspect symbolique. C'est également pour nous autres un cheminement, j'allais dire, initiatique. Initiatique, on enlève nos manteaux de responsables, on se met dans la peau de simples soldats, on vit la vie du simple soldat. C'est une manière de réapprendre le sens de l'humilité et le sens, dans une certaine mesure, de l'écoute et de l'empathie vis-à-vis de ceux qui sont, j'allais dire, en bas, entre guillemets, de l'échelle. C'est une manière de dire à ceux qui sont en situation de responsabilité, ne voyez pas votre position comme une position de privilégié. C'est une position de devoir et de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la communauté nationale, des plus démunis, des plus pauvres, à ceux qui sont privilégiés par position. Ensuite, c'est un réarmement moral, civique et patriotique. Notre pays a besoin, dans le contexte, de faire revivre des valeurs de discipline, d'engagement et de sens de l'État, de sens de la nation. Les activités de cette immersion gouvernementale vont se poursuivre le dimanche 24 mars 2024 dans la première région militaire de Kina, deuxième et dernière étape de cette mission à l'intérieur du pays. Dans le volet formation de cette édition à Kindia, les cadres impliqués dans la mise en œuvre du projet de gestion des ressources naturelles, minières et environnementales sont outillés en technique d'élaboration des termes de référence, un aspect important dans la gestion des ressources allouées au dit projet. Yaya Silla. Le projet de gestion des ressources naturelles, minières et environnementales en Guinée est financé par la Banque mondiale à hauteur de 65 millions de dollars. L'objectif est de renforcer les capacités des ministères en charge des mines et de l'environnement à améliorer l'exploitation minière, la gestion des ressources naturelles et de l'environnement et l'inclusion économique du secteur minier. Après l'élaboration du PTBA, plan des travaux budgétisés de l'année 2024, l'heure est maintenant pour ces cadres impliqués dans la gestion du projet de se familiariser avec l'élaboration de termes de référence pour un projet à exécuter. On n'y va pas comme ça. Il faut y aller de façon structurée, planifiée. Pour cela, il y a une nécessité absolue d'élaboration des termes de référence, à savoir connaître le contexte de l'activité, n'est-ce pas, les objectifs visés et les résultats attendus. Pendant 2 jours, les cadres des ministères des Mines et de l'Environnement ont appris les méthodologies d'élaboration d'un TDR pour un projet bancable. C'est très intéressant. Normalement, la majorité des cadres doivent être imprégnés de ça. C'est le TDR qui nous permet de bien valider le budget afin de le soumettre pour financement. Il faut que les objectifs soient bien définis pour savoir, pour valider l'activité. Depuis la mise en place de ce projet de gestion des ressources minières, naturelles et environnementales, plusieurs formations ont été réalisées à l'intention des cadres impliqués pour sa mise en œuvre. Je vous l'annonçais au sommaire, cela fait 13 ans que le monde entier célèbre la journée mondiale des forêts. En Guinée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mis cette occasion à profit pour rappeler les défis actuels tout en invitant les populations à agir pour un monde vert. C'est un reportage de Mamadou Alpha Baldé. Se confondre au paysage forestier, quoi de mieux pour célébrer la journée mondiale dédiée aux forêts. Cette forêt périurbaine de Kakimbo qui accueille l'événement est un des symboles du recul des espaces verts.
De 115 hectares en 1967, date de son classement, la forêt de Kakimbo ne s'étend que sur une dizaine d'hectares aujourd'hui. FAO a fait le constat que chaque année, 10 millions d'hectares de forêt disparaissent en raison de la déforestation et environ 70 millions d'hectares partent en fumée grâce à d'autres usages et actions anthropiques à travers le monde. Ainsi donc, alors que certains pays utilisent des drones, par exemple, comme système d'alerte précoce pour signaler de feux de brousse ou alors les feux de forêt, la coupe abusive de bois ou le trafic de bois pour donc limiter la déforestation et la dégradation, ce phénomène reste encore une préoccupation mondiale. Partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, du CNT et de différents départements ministériels, tous expriment la volonté d'agir pour protéger et restaurer le couvert végétal. Des panels sont aussi animés par des spécialistes sur les enjeux environnementaux de l'heure. L'objectif général de cet événement est de contribuer à l'information et à la sensibilisation des acteurs de développement sur les problématiques liées à la dégradation des terres et des forêts à travers la célébration de cette journée mondiale des forêts sous le thème « Forêt et innovation neuve, solution d'un monde meilleur ». Madame la ministre, Djami Diallo invite à la fois chaque citoyen à planter des arbres dans sa conscience. Chaque entité urbaine et rurale a créé et protégé des forêts communautaires et des forêts classées. Pour marquer davantage la journée, plus de 200 motos et un minibus ont été remis aux conservateurs en charge de la protection des parcs et réserves de faune. Vers la production de semences de qualité dans la région administrative de Kankan, le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal est lancé à Siguiri. La mobilité des producteurs est facilitée pour assurer la supervision sur le terrain. Diamokaba. Le mur du projet d'appui au développement des filières sémencières dans le bassin du fleuve Sénégal progresse de façon rassurante. La Guinée est l'un des pays membres déterminés à jouer sa partition. Le choix du pays pour atteindre cet objectif sous-régional porte sur Siguiri, une ville de la savane. Après une mise à niveau de 40 producteurs sémenciers, ils rentrent désormais en action pour améliorer la productivité agricole. À Siguiri, si le projet a choisi 5 communes, à savoir Doko, Nyagasla, Kintinya, Faramalia et Malia. Donc, ces 5 CR, 40 producteurs ont été formés et où sur les bonnes voies et démarches comment avoir les semences. Nous avons à former et à encadrer les producteurs dans les différentes activités sur le terrain. Ils nous ont prouvé que vraiment ils sont engagés à aller dans le bon sens et dans les lignes du projet. Et c'est vraiment un grand sentiment de satisfaction puisqu'on est venu les trouver et ils disent qu'ils sont prêts à nous accompagner tout en respectant nos engagements. Leur quotidien, sillonner les grands bassins de production afin de maîtriser les technologies post-récolte et de conservation des semences. Nouvelle orientation des États membres de l'OMVS pour renforcer davantage ces filières vitales pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Les structures techniques auront la charge donc d'entrer en contact évidemment avec ces producteurs-là pour les accompagner à tout niveau. Parce que qui dit évidemment donc productivité agricole ou bien l'agriculture durable, il faut penser tout simplement à cette filière donc semencière. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet vient en son heure, donc pour évidemment appuyer quand même évidemment la preuve de Siguiri. On l'a fait dans tous les autres pays. On souhaite avec cette mission de pouvoir rencontrer les bénéficiaires, écouter les bénéficiaires et décaler les objectifs du projet sur la base des attentes aussi des producteurs et des institutions techniques qui supportent les producteurs. Plusieurs mécanismes visant à promouvoir la production et la distribution de semences certifiées adaptées aux conditions locales sont mis en place pour répondre aux besoins des agriculteurs. Une volonté politique soutenue par l'Agence italienne de coopération au développement dans le registre de la lutte contre la faim et la pauvreté dans les zones d'intervention du projet.
Justice avec la poursuite de certaines sociétés minières. Des navires transportant de la bauxite non identifiée ont déversé des produits toxiques en haute mer, ce qui a causé des lésions sur des pêcheurs guinéens. À date, la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, travaille sur l'identification des responsables de cet acte malsain. Kerno Younoussaba. Des miniers dans le collimateur de la justice, cela fait suite au déversement dans les eaux territoriales guinéennes d'une matière toxique qui a provoqué des brûlures cutanées de quelques pêcheurs. Pour déterminer les responsabilités, le parquet de la CRIEF, en compagnie des enquêteurs, s'est rendu au CHU de Donka afin d'écouter les victimes et évaluer l'étendue des lésions. Les lésions se trouvent au niveau de différentes parties du corps, du visage, au niveau des bras, au niveau des parties intimes, parce que chaque partie que l'eau touche, il y a des lésions, il y a des brûlures. Donc on était allé les voir. Ce sont des brûlures superficielles, mais en fonction des médecins qui constituent des brûlures très graves. Et il faut chercher d'abord à identifier la matière toxique qui a causé ces brûlures et voir quels sont les navires miniers responsables de ça, et pouvoir prononcer une condamnation contre eux. La justice va entreprendre des sanctions contre la société qui sera reconnue coupable de destruction de l'environnement. Au visa des résultats, les enquêteurs ont des pistes quant à l'identité des suspects. Absolument, les juges ont suffisamment d'éléments à date. Ils ont le rapport de l'ambassade des États-Unis sur les navires qui ont circulé ces endroits-là pendant un bon moment, une bonne période. Ils ont les photos satellites de tous les navires sur cette zone. Et les laboratoires au niveau du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture aussi ont fourni des rapports sur les analyses des eaux qui ont été recueillies sur les lieux. Et on attend les résultats du laboratoire des mines et géologie pour pouvoir compléter les éléments à l'effet de les confondre aux sociétés qui ont été identifiées sur le site. Les intervenants dans ce domaine sont mis à contribution. Les indices obtenus par chacune de ces structures vont permettre de savoir qui est coupable et qui ne l'est pas. Dans un autre registre, relations diplomatiques entre l'Afrique et la France, ce thème fait l'objet d'une conférence scientifique à l'Université des sciences politiques de Paris. Elle a été animée par d'éminents chercheurs et experts en diplomatie, parmi lesquels figure l'ambassadeur de Guinée en France. Falilou Diallo commente les images de Mohamed Souma. À l'Université Sciences Po de Paris, ce mardi, le cours porte sur les relations diplomatiques Afrique-France. Parmi les débatteurs, l'ambassadeur de la Guinée en France. Les nouvelles formes de diplomatie, dont celle d'entreprise, ont été longuement abordées. En Guinée, par exemple, il a été créé d'abord un ministère des Affaires étrangères, chargé des Guinéens de l'étranger. Et au niveau de ce département, vous avez une direction des Guinéens de l'extérieur. Et cette direction a, je pense, qu'une capacité assez large pour non seulement s'approcher de la diaspora en tant que telle, mais aussi s'inspirer de son expérience et voir dans quelle mesure cette diaspora peut être un vecteur de développement pour notre pays. L'exemple guinéen dans la promotion d'une diplomatie offensive axée sur l'économie a marqué les esprits au sein de ce panthéon de savoir. Les politiques et programmes enclenchés par le CNRD ont permis au pays d'attirer sa diaspora, mais également beaucoup d'investisseurs et hommes d'affaires dans les secteurs porteurs de croissance. Le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a mis un point d'honneur à défendre les intérêts des Guinéens, où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, la diaspora est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. Les débats ont permis aux panélistes et étudiants en Sciences Po Paris de partager des expériences sur une nouvelle tendance diplomatique. Une manière de préparer ces jeunes pousses aux nouvelles formes de diplomatie sur le continent africain. 5 ans après son lancement, le projet détection et surveillance des maladies infectieuses en Guinée prend fin. Pour consolider les acquis, un autre projet dénommé EPIC est lancé. Il permettra de renforcer la capacité des laboratoires d'analyse biomédicale à facilement détecter les maladies. Amadou Touré, compte rendu. À
Après 5 années d'exercice du projet détection et surveillance des maladies infectieuses AIDS en Guinée, les acteurs se retrouvent pour faire le point et partager les acquis du projet d'une part et de l'autre, proposer une transition pour la pérennisation des résultats atteints, notamment dans le domaine de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. En 2014, on a eu des cas d'Ebola ici et c'est dans ce cadre que ces projets sont venus après. C'est très important d'être vigilant dans la surveillance des maladies infectieuses pour ne pas qu'on soit surpris. Donc, vu l'importance de la détection, il faut qu'on ait des labos capables de faire la surveillance de ces maladies. Le projet AIDS pendant 5 années a travaillé main dans la main avec le ministère de la Santé, notamment la Direction nationale des laboratoires, l'Institut national de la santé publique, ainsi que tous les laboratoires régionaux pour améliorer la capacité de détection des laboratoires dans le pays. Et on a aussi mis en œuvre le système de transport des échantillons qui a aussi vraiment amélioré la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Pour le faire, un nouveau projet appelé EPIC, maintenir le contrôle des épidémies, est lancé. Ce sont ainsi un ensemble d'initiatives de santé publique financées par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le nouveau projet est un projet qui vient au bon moment, puisqu'il va assurer la continuité du projet AIDS, car les priorités, c'est renforcer encore le trépied en ce qui concerne la maîtrise des maladies à potentiel épidémique, c'est-à-dire il va nous permettre de détecter, d'abord de prévenir, ensuite détecter et riposter. Nos laboratoires vont aller vers l'accréditation. Ce sera donc des laboratoires qui seront certifiés dans le monde entier. C'est-à-dire, nos laboratoires peuvent être consultés par d'autres pays pour faire des examens de référence. Et donc ça, ce sont des acquis du projet. Donc voilà la raison pour laquelle le ministère de la Santé vient remercier nos partenaires, surtout les SAID. Cette rencontre a aussi permis aux responsables du projet détection et surveillance des maladies infectieuses AIDS de partager ces réalisations majeures qui tournent autour de la décentralisation des tests bactériologiques et la mise en place d'un système de management de la qualité dans les laboratoires des hôpitaux régionaux, celui de l'hôpital Ignace, et le transport des échantillons dans les 38 districts sanitaires. Nous ne changeons pas de sujet. Les acteurs de la santé de la région de Bokeh étaient récemment en conclave. C'est dans le cadre de la 2e session du comité technique régional de la santé qui a réuni tous les professionnels de santé pour passer en revue les activités réalisées dans l'arrière-pays. Autre précision avec Younous Atawel Kamara. Ils sont acteurs de la santé, venus des hôpitaux préfectoraux, des centres de santé et des districts sanitaires de Bofa, Koundara, Gawal et Fria pour participer à cette 2e session du comité technique régional de la santé de Bokeh. C'est pour passer en revue les activités menées dans les différentes structures sanitaires en faveur de la population, notamment la couverture vaccinale et l'approvisionnement ininterrompu en produits de santé publique pour sauver des vies. Il s'agira donc d'examiner principalement les contrats d'objectifs par rapport à la mise en œuvre des plans d'action opérationnels aux différents niveaux de la pyramide sanitaire en vue d'identifier les goulots qui limitent l'atteinte des objectifs définis pour la période. Cette session nous permet de voir quelle est la situation au niveau régional des indicateurs de santé et notamment tout ce qui concerne la couverture vaccinale, les soins dont bénéficient les patients, les services à base communautaire, la revue des décès maternels. Si quelques acquis sont obtenus ces derniers temps dans le cadre d'une bonne couverture sanitaire dans ces différents établissements hospitaliers de la région, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, par contre, quelques difficultés persistent toujours dans certains districts sanitaires. Nous avons 5 districts sanitaires au niveau de la région de Bokeh, à savoir Bokeh, Gawal, Koundara et Bofa, et sans oublier Fria. Mais de ces 5 districts sanitaires, il y a des défis à relever au niveau de Gawal, ça j'insiste dessus. Des défis de personnel
des défis de structure. Dans l'ensemble, ces acteurs de la santé de la région de Bokeh s'engagent tous à jouer leur partition pour le bien-être des populations de l'arrière-pays. Par ailleurs, la construction de la voirie de Dubrika est en cours. L'entreprise chargée des travaux s'attelle pour l'instant à la mise en place des caniveaux. D'autres chantiers sont également ouverts. Il s'agit par exemple de l'extension du bloc administratif et le service des urgences de l'hôpital préfectoral de Dubrika. Mohamed Touré, Mounir Paris. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, les autorités du pays ont fait des questions de réalisation des infrastructures leur cheval de bataille. Les chantiers routiers sont partout comme ici à Dubrika, dans le Grand Conakry. À ce jour, le chantier évolue à la satisfaction du maître d'œuvre et la mission de contrôle. Nous avons un cahier de charge. Le cahier de charge, ce qui est mentionné, le cahier de charge, l'entreprise est en train de respecter ça. La largeur produit est en train d'être respectée par l'entreprise. 7 mètres en termes de voirie, et c'est suffisant. Mais récemment, il y a eu une mission de la CJP et du ministère même des TP par rapport à cette largeur. Et nous sommes en discussion par rapport à ça. D'autres chantiers comme l'extension du bloc administratif et le service des urgences de l'hôpital préfectoral sont également en cours de réalisation à Dubrika par l'autorité préfectorale. On avait une radio conventionnelle qui était là et à travers, n'est-ce pas, la subvention de l'État, nous avons pu mettre en place un numériseur. Donc on a une radio numérique maintenant en commun accord bien sûr avec les unités à Conakry. On a pu vraiment négocier pour avoir un service de DORL qui est là. Vous voyez ce bâtiment qui est en train de germer, c'est un bâtiment R+2 qui aujourd'hui répond aux normes standards et par rapport à un service d'urgence et bien sûr à travers les autorités préfectorales. Toutes ces réalisations visent à améliorer les conditions de vie et de travail à l'intérieur du pays. Des acquis que le préfet compte poursuivre dans sa juridiction. Il y a eu un accident grave sur la route de Tono et nous avons été invités à constater ce drame. Conditions dans lesquelles les blessés étaient vraiment entretenus, n'étaient pas humains. Vu cette condition, j'ai dit bon, au lieu de faire le bloc d'abord, et le grand bloc où tout le monde passe obligatoirement, c'est l'hôpital. On va essayer de poser d'abord ce premier jalon. Donc nous avons décidé de faire la pose de la première pierre de ce bloc. Et c'est après ça, nous sommes venus faire la pose de la première pierre de ce bloc administratif qui est derrière nous comme ça. Et avec un financement de recettes préfectorales. La préfecture de Dubrika, à cause de sa proximité avec la capitale, offre progressivement un élan de développement pour les populations. Et puis la gare routière moderne de Boundou-Fourdou peine à être opérationnelle. Elle a été réalisée par un grand opérateur économique pour faciliter le transport et la mobilité des personnes et de leurs biens. Population, syndicats et autorités locales plaident auprès des autorités de tutelle pour son opérationnalisation. On en sait davantage avec Moussa Komara. Construite depuis 2019, cette gare routière de Boundou-Fourdou, la frontière entre la Guinée et le Sénégal, peine à être opérationnelle. Pourtant, elle pourrait réduire les pertes de marchandises inter-États et favoriser les échanges commerciaux. Est mise en exploitation et ceux-là, les passagers qui quittent Dakar, Linkeri, ils peuvent venir les transporter jusqu'à ce niveau. Les transporteurs guinéens aussi vont les reprendre à partir d'ici pour Conakry. Ça va diminuer les tracasseries dont nous avons allusion. L'infrastructure est construite sur une superficie de 8000 m² et dispose toutes les commodités. Elle peut accueillir plus d'une centaine de véhicules. Dans l'enceinte, un forage, une mosquée, un bloc de latrines et plus de 40 boutiques et magasins. Syndicats des transports, autorités et usagers attendent avec impatience l'opérationnalisation de ce pôle d'échange multimodal. Là où il y avait une conclusion qu'on allait faire la gare routière, une gare routière opérationnelle qui va se mettre entre la Guinée et le Sénégal pour faire transbordement. Quand quelqu'un prenait de bagages ou de sagers du côté de la Guinée, qu'ils viennent déporter ici et les Sénégalais viennent encore déporter ici et faire les échanges de transport à partir de là. On demande l'autorité préfectorale, communale, régionale
de nous aider à appliquer le bon fonctionnement de la gare routière. Cette gare routière moderne a été inaugurée il y a plus d'une année. Le coût de réalisation est estimé à plus de 8 milliards de francs guinéens. Comment préserver l'environnement et la biodiversité ainsi que les populations des villages environnants? La question est sur la table. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la direction générale de l'Office guinéen des parcs nationaux. C'est dans ce cadre que le directeur général du dit office rend visite à Mamadou Moussa Diallo, victime d'attaques d'un léopard. Des prières sont formulées pour lui et pour son rétablissement. Sona Sagno, Sarafdine Diallo. Toujours soigné à l'hôpital préfectoral suite à l'attaque d'un léopard la semaine dernière dans la préfecture de Tougué, Mamadou Moussa Diallo fait l'objet de toutes les attentions. Le directeur général de l'Office guinéen des parcs nationaux, des réserves des faunes et sa délégation viennent manifester leur solidarité aux blessés. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en charge de la gestion de la biodiversité, nous a mandaté de venir apporter notre soutien à notre frère qui est blessé par le léopard et l'encourager et unifier que la situation malheureuse qui lui est arrivée, alors c'est quelque chose qui peut arriver, mais lui montrer aussi que le ministère de l'Environnement non seulement protège la biodiversité, mais a le souci constant de sa population. Depuis l'attaque de mon frère, nous continuons à bénéficier de l'assistance des autorités à tous les niveaux. Ainsi, la famille restera reconnaissante à ces gestes. Sur son lit de malade, la victime réconfortée revient sur sa mésaventure. J'accompagne mon frère au champ. Arrivé au niveau d'une rivière, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je regarde, je l'ai vu en position d'attaque. J'ai cherché à m'enfuir, elle s'est jetée sur moi et m'a fait tomber dans l'eau. C'est ainsi que j'ai pris le courage de me défendre, mais elle était plus forte. C'est au cours de ce combat, elle m'a blessé partout. Par coup de chance, mon frère est revenu sur ses pros me défendre. Une démarche que la famille de la victime apprécie à sa juste valeur. Dans l'actualité, toujours l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée bénéficie de 300 sacs de riz en ce mois de Ramadan. C'est un don de la fondation Tidjane Koïta pour accompagner les hommes de culture. En cette période de pénitence, au moins 30 000 sacs de riz seront distribués par la dite fondation aux personnes vulnérables les jours à venir. Nabila Moussa Kamara, Ousmane Ouatsissé. La Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement poursuit sa campagne de distribution de livres aux familles démunies et autres catégories sociales à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est le tour des artistes, humoristes et musiciens de recevoir leur part de riz. Nous sommes avec la plus grande association qui regroupe les artistes de la République de Guinée. Et comme l'année dernière, le président Tidjane Koïta, à travers la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement, a bien voulu accompagner les artistes pendant ce mois de Ramadan, parce qu'il accorde un intérêt particulier pour les hommes de la culture. C'est pourquoi il ne cesse de manifester sa volonté et en les appuyant. Cette œuvre de charité de la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement a pour objectif de réduire la précarité dans les foyers. Une assistance humanitaire bien accueillie par les bénéficiaires. Il nous a donné 3 sacs de riz. 300 sacs de riz, par rapport aux artistes guinéens, c'est rien. Mais ce qu'ils nous ont démontré, ce qu'ils peuvent faire et la considération qu'il a pour les artistes guinéens. Donc je demande le bon Dieu, que le bon Dieu protège cette fondation. Ce qu'il vient de faire, ce n'est pas une première. On avait toujours besoin de gens comme ça. Nous étions en manque de ça en tant qu'artistes. Nous sommes fiers d'avoir quelqu'un comme Tidjane Koïta. Nous ne ferons que nous réjouir et nous remercier humblement. Dans l'optique de voler au secours de leurs concitoyens en cette période de pénitence, les initiateurs du programme prévoient de distribuer 30 000 sacs de riz aux familles guinéennes.
Finira l'agence guinéenne de spectacle. La délivrance des licences pour l'année 2024 a démarré ce vendredi. Ce document permet aux organisateurs d'événements culturels de bénéficier d'une reconnaissance de l'État en tant que structure, aussi garantit leurs droits dans l'exercice de leurs fonctions. Bakary Bambakonde, reportage. Il y a quelques semaines, l'agence guinéenne des spectacles, à travers les arrêtés conjoints du ministère de la Culture et celui des Finances, invitait les organisateurs des spectacles à se procurer des licences. L'appel est entendu. Ce matin, plusieurs structures de spectacles et des artistes promoteurs ont reçu leur licence pour l'année 2024. Ces licences font partie de la réforme prônée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Chaque licence est numérotée. Chaque licence a un code QR dans lequel toutes les informations, les données de la licence s'y trouvent. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Même si vous prenez la licence le 1er décembre, le 31 décembre à minuit, elle expire. Il existe 3 types de licences, à savoir la licence de production de spectacles, la licence de diffuseur de spectacles et celle de tenancier des espaces de spectacle. Il y en a qui ont un lieu, qui organisent, qui pensent qu'ils ont le droit parce qu'ils ont une licence d'organisation de spectacle. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as pris une licence de diffusion que tu as le droit d'organiser. Tu restes diffuseur et tu laisses les organisateurs organiser. Donc cette définition claire que l'AGS nous donne aujourd'hui permettra, je pense, une certaine professionnalisation du secteur et va faire que chacun va rester dans son domaine et cela permettra une meilleure collaboration entre les différents corps de métier qui existent dans le secteur. Je pense que ceux qui n'ont pas compris vont comprendre après parce que il y a un grand changement. Je demande l'appel pour qu'ils viennent. Ceux qui ne sont pas régularisés dans ce domaine, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent parce qu'ils ne vont pas tolérer. Selon l'agence guinéenne de spectacle, la licence pour les spectacles est délivrée pendant le premier trimestre de chaque année, fixée à 7 millions de francs guinéens et 6 millions pour le renouvellement. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir. En ce mois de la femme, Ecobank, la banque panafricaine, met les femmes entrepreneurs à l'honneur. C'est dans ce cadre, la direction générale d'Ecobank a offert des sommes symboliques aux femmes entrepreneurs pour les aider à accroître leurs activités et célébrer leur bravoure. En 2023, nous avions mis l'accent sur adopter l'équité. Et cette année, Ecobank a fièrement soutenu la Journée internationale des droits des femmes en mettant l'accent sur le thème de l'année, accélérer l'investissement en faveur des femmes. Chaque année, nous mettons des actions lors de ces journées dédiées aux braves femmes. Cette année 2024, nous avons décidé de faire un soutien financier d'une enveloppe symbolique de 40 millions aux communautés locales des agences de Mankepa, Madina, Kankan, Gekedou, Zérekore, Kagbele et Mamou. Accélérer l'investissement en faveur des femmes, plus qu'un symptôme, devait traduire l'expression et la détermination d'acteurs à tous les niveaux pour parcourir enfin à l'autonomie et la sécurité